Nous allons étudier un nouveau cadre mathématique qu'on appelle les statistiques. Et pour cela, on va donc se placer dans la partie voyager dans le temps et l'espace. Et nous allons étudier donc 3 situations qui vont nous permettre de comprendre comment est né ce cadre mathématique qui est très récent. Par exemple, par rapport à la géométrie et l'étude de l'espace, ou alors la construction des nombres. Donc, on va essayer de comprendre donc à partir de ces 3 situations. Alors, ces 3 situations, donc je les ai documentées à partir d'une carte interactive que j'ai réalisée qui s'appelle carte interactive de l'histoire et la culture des mathématiques. Donc, vous pourrez la consulter. Vous pouvez chercher à partir de la petite loupe un nom, par exemple. Là, on va travailler sur John Snow, qui est un médecin anglais du 19e siècle. Donc, voilà, John Snow. Donc, ce qui vous permet de situer le lieu de sa naissance ici. Donc vous voyez qu'il est il est né en Grande-Bretagne, et vous avez donc quelques articles sur lesquels je me suis appuyé. Et j'ai pris mes sources aussi dans un livre qui s'appelle La certitude absolue et autres illusions, les secrets de la statistique, de la collection Le Monde des mathématiques. Donc j'ai pris quelques références dans ce livre. La première référence et la première situation qu'on va étudier, c'est donc une situation qui se passe donc à Londres, qui est la capitale du Royaume-Uni. Donc nous sommes au 19e siècle, plus précisément en 1854. Et à cette époque, une terrible épidémie sévit dans le pays et tue énormément de personnes. Cette épidémie s'appelle le choléra. Et John Snow, qui est médecin, qui est plutôt reconnu, est persuadé que le choléra est une maladie qui se propage dans le milieu à queue, donc dans l'eau, alors que la communauté des médecins et des scientifiques pense que c'est plutôt dans l'air. Donc il n'est pas vraiment pris au sérieux parce que le collectif de scientifiques pense que il n'a pas d'argument théorique solide pour affirmer ce qu'il dit. Alors John Snow va avoir une idée extrêmement brillante et en même temps très simple. Il va utiliser une carte de Londres, donc ça c'est la carte qu'il a pu dessiner, en tout cas d'une partie d'un quartier de Londres. Donc voilà, donc je l'ai pris sur le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis il décide de maison par maison de dessiner une petite barre, une petite marque en noir quand il y a une victime du choléra. Alors il le fait maison par maison. Et puis quand on regarde la carte de manière assez évidente, on voit que le nombre de morts est concentré dans un lieu. Puisque ici, vous voyez, il y a beaucoup ça forme un rectangle qui est du coup d'une grande hauteur, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de morts. Et puis, quand on s'éloigne de ce point ici, là, de cette zone, on voit qu'il y a de moins en moins de morts. Alors, il a fait cette carte, il a aussi enquêté, il allait interviewer des personnes en leur demandant si ces personnes allaient dans ce quartier-là. Et effectivement, il y avait ici une fontaine d'eau, une pompe à eau, et ça l'a permis de démontrer que la source de l'épidémie se situait ici exactement sur la pompe à eau. Donc ça démontrait deux choses, que l'épidémie effectivement se développait bien dans l'eau, et que il y avait une source. Donc là, il a collecté des données, il les a analysées, et il les a interprétées, et il a pu convaincre la communauté des scientifiques que l'origine de l'épidémie
était bien ici sur la fontaine d'eau. Alors il n'explique pas pourquoi il y a l'épidémie, mais il explique un phénomène qui n'est pas du tout évident si on essaie d'expliquer avec des mots ou avec des nombres. Alors je vous demande de prendre une feuille, donc partie voyager dans le temps et l'espace. Vous écrivez le titre, voyager dans le temps et l'espace, représentez de très nombreux nombres les statistiques. Vous écrivez le titre, donc les mathématiques au service d'une enquête, la grande épidémie de choléra de 1954. Si vous pouvez, vous collez, vous imprimez les deux figures. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas gênant. Donc, et vous écrivez. Alors, je vais vous le dicter. John Snow, médecin, avait affirmé en 1849 que le choléra se transmettait par l'eau et non par l'air. Mais à l'époque, la communauté médicale n'était pas d'accord avec son hypothèse scientifique car elle ne découlait d'aucune théorie. À la suite, vous écrivez « John Snow eut l'idée de cartographier les victimes de la maladie à l'aide d'une marque noire, localisée maison par maison. Un seul coup d'œil suffit à visualiser la source de l'épidémie de choléra, une pompe à eau à Broad Street. » Donc, vous voyez sur la carte ici, la rue où se trouve la pompe ici s'appelle Broad Street et vous voyez ici le pic assez important. Donc si vous allez dans ce quartier qui s'appelle le quartier Soho, qui est un quartier très touristique à notre époque, on trouve une pompe en hommage à John Snow et à sa découverte. La deuxième situation que je vous propose se situe exactement à la même époque, hein, donc c'est ici autour de 1850, 1853 exactement, quand donc Florence Nightingale, qui est à la fois une mathématicienne et une infirmière, va s'intéresser à un problème. Donc à cette époque, en 1850 environ, une guerre éclate en Crimée. Donc la Crimée se trouve en mer Noire, au-dessus de la Turquie et en dessous de la Russie, et qui oppose les Russes avec une coalition. Une coalition, ça veut dire que c'est des armées qui se regroupent, qui est formée par les Anglais, les Français et les Turcs. L'Empire ottoman, plus exactement. Alors, on se rend compte à cette époque que le champ de bataille, c'est-à-dire là où les soldats se battent, est finalement pour les soldats moins en quelque sorte dangereux que les hôpitaux. C'est-à-dire qu'en fait les soldats anglais meurent énormément dans les hôpitaux. Alors comme Florence Nightingale est une infirmière, elle est très très proche des soldats, elle les soigne. Elle décide de prendre des notes, exactement comme a pu faire John Snow. Elle documente, elle compte le nombre de morts et elle catégorise pour savoir quel type de mort. Est-ce que c'est des morts qui sont des morts liées aux blessures de la guerre, des morts qui sont morts sur le champ de bataille, ou est-ce que c'est des morts liées à d'autres situations. Et on voit ici dans ce diagramme que il y a un phénomène vraiment très impressionnant de morts liés à d'autres raisons que la guerre elle-même. Hein, donc on le voit ici. Ici c'est July en anglais qui veut dire juillet, August, août. Donc on voit les mois défiler hein, dans ce sens-là. Et puis on voit qu'ici il y a énormément de morts liées à d'autres causes. Alors, compte tenu de son enquête, hein, c'est-à-dire qu'elle va interroger, elle va observer, elle va prendre des notes, elle interprète son document comme le fait qu'il y a des gros problèmes d'hygiène. Hein, donc il y a beaucoup de morts parce que il y a des égouts, parce que les hôpitaux ne sont pas propres. Et donc, elle décide de convaincre. Alors, à l'époque, c'est très compliqué parce que Florence Nightingale est une femme et elle fait face à une hiérarchie militaire qui est très conservatrice où la parole d'une femme n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, il faut qu'elle argumente et qu'elle prouve qu'effectivement, c'est un problème lié à l'hygiène.
Donc elle va construire des diagrammes ici que vous voyez, qui s'appellent des diagrammes en crête de coq, qu'on appelle des diagrammes statistiques, et qu'elle va montrer et expliquer, donc de manière tout à fait brillante, et convaincre la hiérarchie militaire de participer à l'amélioration de l'hygiène des hôpitaux. Alors, suite donc elle a réussi à les convaincre, les militaires ont réagi, et pour vous donner une idée, la mortalité dans les hôpitaux militaires est passée de 40% à 2%. Alors, à la suite de ce que vous avez écrit, donc vous prenez à la suite, vous écrivez donc la guerre de Crimée. Si vous pouvez, vous collez les deux imprimés, sinon ce n'est vraiment pas gênant. Donc en 1853, je dicte, une guerre qui oppose la Russie et une coalition entre la Turquie, la France et l'Angleterre se déroule en Crimée. Les pertes de soldats britanniques, alors j'ai oublié un S, vous m'excusez. Voilà, 4 soldats britanniques sont anormalement nombreuses. Un groupe d'infirmières est envoyé sur les lieux. Florence Nightingale, qui est aussi mathématicienne, fait partie du groupe. Elle mène une enquête minutieuse, comprend et documente à l'aide de données l'association du nombre très élevé de victimes, et il y a encore un S, voilà, excusez-moi, liés, alors c'est le nombre, donc il n'y a pas de E, à des problèmes d'hygiène. Elle construit des diagrammes statistiques qui lui permettront de convaincre la hiérarchie militaire, bureaucrate et très conservatrice. Alors bureaucrate, ça veut dire qu'il avait beaucoup de procédures, il fallait documenter avec des papiers, signer, pour qu'il y ait des décisions qui soient prises. Ce qu'on appelle la bureaucratie. Et très conservatrice, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que c'est plutôt la parole de l'homme qui avait plus d'importance que la parole d'une femme. Donc, vous écrivez, après les changements apportés dans les hôpitaux, le taux de mortalité chuta de 40% à 2%. Donc on voit ici que Florence Nightingale, de la même manière que John Snow, a collecté des données, les a analysées, les a organisées et les a interprétées et lui a permis de convaincre et de pouvoir prendre des décisions. Troisième situation, donc on va parler du Covid-19, donc nous sommes en pleine situation, nous sommes en juin, presque juin 2020, donc on a vécu un épisode de confinement lié à une pandémie du virus qui s'appelle le Covid-19, et vous devez sûrement vous rendre compte que ce soit à la télé, sur Internet ou sur les journaux, il y a de nombreux graphiques, de nombreux tableaux pour donner des éléments de compréhension de cette pandémie. Donc là, par exemple, j'ai pris une source qui vient d'un site qui s'appelle Statista, donc vous voyez qui fait référence aux statistiques, et qui montre les courbes des évolutions des victimes en fonction du temps. Donc là, vous reconnaissez ce que j'ai appelé le registre sémiotique, le registre graphique. Donc pour l'Italie, par exemple, on voit qu'il y a eu beaucoup de victimes en vert ici, alors que pour l'Allemagne, ça a été beaucoup plus faible. Alors, ça nous permet de proposer des interprétations, mais bien sûr, ça ne nous permet pas de dire des causes et d'expliquer pourquoi ces courbes sont comme elles sont. Mais elle nous donne une idée que, effectivement, ce n'est pas exactement le même phénomène en Allemagne et en Italie. Alors, je donne une autre source. Donc, c'est le Washington Post, un article d'un journaliste qui s'appelle Howard Stevens. Alors, Howard Stevens, donc nous sommes en 2020, va s'y prendre aussi un peu de la même manière que John Snow et Florence Nightingale, c'est-à-dire qu'il va utiliser le registre figuratif pour nous donner des explications sur les effets de la distanciation sociale.
Alors pour ça, il va utiliser aussi un autre cadre qu'on a vu ensemble, qui s'appelle le cadre de l'algorithmique, pour nous donner quelques idées. Alors je vais aller directement sur les simulations. Donc ça, c'est une simulation. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette simulation? C'est un modèle. Donc rappelez-vous, un modèle, ça nous permet de simplifier une réalité à l'aide des langages et des concepts mathématiques. Un cercle gris représente une personne qui n'est pas infectée, et un cercle rouge représente une personne infectée. Donc on voit que dès qu'il y a contact, il y a infection. Alors ils ont un peu complexifié leur modèle, et donc là par exemple c'est le cercle rose, c'est quand une personne est guérie. Donc à l'aide de ce modèle, il va utiliser donc ici, vous voyez, un algorithme où on va voir évoluer le virus. Alors ici on a un tableau donc qui nous dit le nombre de guéris, donc ça veut dire là on est en fin d'évolution. On voit aussi le nombre de ceux qui sont en bonne santé, donc ici tout le monde a été infecté dans ce modèle, et ici le nombre de malades. Donc je vous demande de bien regarder le tableau, quitte à revenir en arrière, évoluer le tableau, évoluer le graphique, donc le registre des tableaux, le registre des graphiques, et le registre figuratif ici qui est construit à partir d'une simulation à l'aide d'algorithmes. Alors on voit ici qu'il y a aucune contrainte, c'est-à-dire tout le monde peut se déplacer librement. Donc vous voyez ici tous les cercles devenir rouges assez rapidement, là on le voit sur la courbe. Donc le nombre de guéris, vous voyez, augmente, puisque quand on a été infecté, ici dans ce modèle on est guéri, et puis le nombre de malades. Alors à noter que dans ce modèle, on ne regarde pas le nombre de morts comme avait fait Florence Nightingale ou Johnson. On s'intéresse seulement aux gens qui tombent malades. Donc vous voyez que la courbe, elle a pas mal augmenté, et qu'il y a quasiment autant de guéris qu'il y a eu de malades, donc environ 200 au grand pic de la. Alors, on va regarder l'effet d'une quarantaine. Quarantaine, ça veut dire qu'on a créé une frontière, on a laissé les gens infectés entre eux, et ensuite on attend qu'ils guérissent en partie et on ouvre les frontières. Donc on voit dans l'évolution de la courbe que ça l'a relativement aplati, donc il y a eu un effet de la quarantaine, mais qu'il y a eu un rebond. On voit ici qu'il y a un rebond, donc ça a réaugmenté. Donc je remonte la simulation. Donc ici, quarantaine, les infectés sont mis à part, comme une forme de confinement. Et ensuite, libre circulation. Donc les gens se déplacent librement, et on voit qu'en fait c'est pas très efficace, puisque on voit que ça réaugmente. Même si c'est un peu plus efficace que ce qu'on a vu précédemment, ce n'est pas très efficace. Alors on va avoir une troisième possibilité, c'est celle qu'on a proposée en France. C'est ce qu'on a appelé la distanciation sociale. C'est-à-dire, vous voyez, là, les cercles qui représentent des personnes bougent très peu, et il y a très peu de contact. Et on voit ici que la courbe augmente assez faiblement, qu'il y a assez peu de malades par rapport à ce qu'on a vu, mais il y a quand même une augmentation. Et par contre, l'étalement se fait sur un temps beaucoup plus long. Alors, si on fait vraiment une distanciation sociale, voilà, beaucoup plus marquée, vous voyez que là, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne bougent pas, qui sont très éloignées, où il y a très peu de contact. Donc, c'est vraiment exactement ce qu'on essaye de faire dans cette période de déconfinement. Mais on voit que la courbe est très aplatie. Donc, il y a vraiment un effet très fort, et que, comme il n'y a pas de vaccin, c'est pour l'instant la meilleure possibilité par rapport à toutes celles qu'on a vues précédemment. Donc à la suite de ce que vous avez écrit à propos de Florence Nightingale, vous écrivez donc la pandémie du Covid-19. Si vous pouvez prendre les diapositives que je vous ai données avec le diaporama. Sinon, vous écrivez directement
La pandémie mondiale a sévi en France en mars 2020. Le journaliste Howard Stevens du Washington Post, qui est un journal américain, propose des simulations numériques, entre parenthèses à l'aide d'algorithmes, et des graphiques pour montrer les effets du coronavirus. La courbe des victimes s'écrase, au sens où, vous voyez, son maximum est beaucoup plus faible, et s'étale sur un temps plus long. Il montre que le confinement, alors c'est plutôt la distanciation sociale que le confinement, permet de réduire de manière sensible le nombre de victimes. La quarantaine est moins efficace que la distanciation sociale. Alors, on va donc écrire la synthèse. Donc, première chose qu'on a identifiée, c'est que Jon Snow et Florence Nightingale ont utilisé le registre figuratif. Ils ont fait correspondre un nombre de personnes proportionnellement à l'aire d'une figure. Par exemple, Jon Snow, c'était par rapport à l'aire d'un rectangle, d'une certaine manière, et Florence Nightingale, c'était par rapport à l'aire d'un secteur de disque. À l'aide de leur diagramme, ils ont pu identifier la cause d'un problème grave qui touchait un groupe humain. Howard Stevens, journaliste au Washington Post, lui, il utilise aussi le registre figuratif et un autre registre qui n'était pas utilisé par Jon Snow et Florence Nightingale, c'est le registre graphique, pour montrer la plus grande efficacité de la distanciation sociale lors de la pandémie Covid-19. Pour raisonner et convaincre, ils ont utilisé un cadre des mathématiques que l'on nomme statistique. Alors, à la suite de ce que vous avez écrit ici, vous écrivez la synthèse, donc qu'on vient de dire. Donc, vous pouvez mettre bien sûr pause. Je vous demande par la suite de prendre une nouvelle page. Donc là, vous allez vous placer partie savoir. Et donc, vous allez écrire donc le titre organisation et gestion de données, statistiques, domaines 1 et 3 du socle commun du connaissance, des compétences et de culture. Et vous allez écrire donc la définition de la statistique. Qu'est-ce que la statistique? La statistique est l'étude de la collecte de données, leur analyse, leur traitement, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre les données compréhensibles par tous. Donc, vous l'écrivez et je vous demande de la mémoriser. Donc, vous prenez une nouvelle page, vous écrivez bien donc la partie savoir, votre prénom, vous écrivez statistique, gestion de données, B1, organisation et gestion de données. Qu'est-ce que la statistique? Donc, je répète, à mémoriser. La statistique est l'étude de la collecte de données, leur analyse, leur traitement, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre les données compréhensibles par tous. Voilà. Bon courage.